La connectivité est un service essentiel. C'est un besoin fondamental pour participer activement à l'économie et à la société. Cependant, les communautés rurales de la Colombie-Britannique et de tout le Canada continuent à faire face à de problèmes de connectivité. Les collectivités rurales jouent de plus en plus un rôle actif dans l'amélioration de la connectivité locale en utilisant une variété d'approches ou de modèles. Cependant, il n'y a pas de liste claire des types d'approches de ces communautés rurales qui existent. Il n'existe pas non plus de cadre pour leur évaluation. Et donc, en conséquence, il y a peu de recherches qui démontrent ce qui permet aux différents modèles de réussir. Ou quoi? Ou pour aider les communautés à décider et à comprendre ce qui pourrait fonctionner le mieux pour elles. L'objectif de ce projet de recherche était d'identifier, de comprendre et d'évaluer les modèles existants d'approche communautaire de la connectivité dans les zones rurales de la Colombie-Britannique. Dans le cadre de ce projet, nous avons effectué une analyse au niveau du bureau pour identifier les modèles existants. Nous avons également élaboré un processus d'évaluation et appliqué ce processus à deux études de cas existants. Cette présentation résume nos conclusions en commençant par les résultats des évaluations de nos deux études de cas. La première étude que nous avons examinée est donc celle de City West. City West est une entreprise municipale appartenant à la ville de Prince Rupert, qui se trouve le long de la côte de la Colombie-Britannique, comme on peut le voir sur la carte. Donc, City West a pour mandat de servir le public et il fonctionne comme une entreprise sociale où leur but n'est pas de faire des bénéfices, mais plutôt de servir réellement le public ainsi que ses besoins. C'est donc une entreprise qui a démarré en 1910 et a été gérée par la municipalité jusqu'en 2005, où elle est devenue une organisation distincte. Et ils ont maintenant leur propre direction qui gère l'entreprise. Donc, au départ, elle a donc commencé à Prince Rupert, mais depuis, ils se sont étendus à plusieurs communautés de la Colombie-Britannique, notamment Atwoods, Meadows, Terrace, Houston, Menachem. Et en ce moment même, ils continuent de s'étendre dans plusieurs autres communautés de la Colombie-Britannique. Étant une entreprise de télécommunications, ils offrent plusieurs services comme le téléphone, le câble et les services Internet. L'impact de la ville dans les communautés qui sont desservies a donc été extrêmement positif. C'est donc la première chose. Ils fournissent de l'Internet à haut débit à des prix abordables. Ils ont des plans qui commencent à 20 mégabits et qui vont jusqu'à 100 mégabits. Et ils satisferont aussi toutes les normes du CRTC en vigueur. Et City West accorde une grande importance au service à la clientèle. L'industrie des communications est connue pour avoir un service à la clientèle médiocre, mais City West s'assure qu'il y a toujours quelqu'un pour répondre au téléphone et traiter les demandes des clients. Et s'il y a un problème majeur, il s'assure qu'il y a quelqu'un sur place en quelques heures pour rectifier les problèmes. Un autre aspect intéressant, c'est le pourcentage des revenus qu'ils génèrent de leurs opérations avec la communauté afin qu'ils puissent investir ces fonds ou ces revenus qu'ils possèdent au sein de leur propre communauté. Et l'impact positif qu'ils ont eu dans les communautés concerne des possibilités d'emploi. City West est une entreprise qui continue de croître et s'étendre dans plusieurs communautés. Et ils essaient de s'assurer qu'ils embauchent des personnes de ces communautés pour servir ces opérations. En plus de leur travail et de leurs opérations, ils ont aussi un impact sur les communautés en termes de dons. Ils font donc des dons en argent pour des événements communautaires comme des marches contre le cancer afin de sensibiliser ces enjeux de société. Une autre chose intéressante, c'est qu'ils parrainent des bourses d'études pour des étudiants. Donc, en gros, ils parrainent des étudiants pour qu'ils puissent aller à l'université. Et une fois qu'ils ont obtenu leur certificat ou leur diplôme technique, ils essaient d'embaucher ces étudiants au sein de la communauté. Donc, cela s'appuie également sur le point que j'ai mentionné plus tôt, sur les possibilités d'emploi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils aient si bien réussi? Alors, la première chose, ce sont leurs années d'expérience. Et ils font ça depuis 1910. Donc, ils ont plus de 100 ans d'expérience dans ce genre de travail. Ils connaissent bien le paysage de la connectivité et ils proposent des solutions adaptées aux communautés. Une autre chose importante est qu'une entreprise de technologie doit fournir essentiellement des différents types de solutions à haut débit à différentes communautés. Donc, ils ont besoin d'expertise technique. Et les personnes qui travaillent à City West possèdent des compétences et des connaissances nécessaires pour mener à bien les opérations.
Ensuite, il s'agit d'une industrie à forte intensité de capital et il faut une grande quantité de fonds pour mener ces opérations. Ce besoin est donc largement couvert par des subventions des gouvernements provinciaux et fédéraux. Euh, donc, la Ville utilise ces fonds offerts par les gouvernements pour s'associer aux communautés et travailler avec elles. Enfin, ils essaient d'établir des relations solides avec la communauté ainsi que ses membres. Ils ont donc pour mandat de servir le public et ils sont donc très intéressés à répondre aux différents besoins de la communauté plutôt que de simplement faire des bénéfices sur leur dos. Je vais maintenant laisser la parole au prochain intervenant pour parler de la société Caslo. Donc, la deuxième étude de cas que nous avons étudiée est donc la société Caslo Internet Society. C'est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1996 pour construire un réseau d'accès communautaire pour Caslo et ses communautés voisines dans la région de West Kootenay, dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Ces communautés qu'ils desservent étaient jugées trop petites ou insignifiantes aux yeux des grandes entreprises de télécommunications pour qu'elles développent un service d'infrastructure d'Internet. Donc, Caslo est né, évolué pour combler ce vide et fournir des services aux communautés dont ils ont besoin et qu'ils desservent. Certains services qu'ils fournissent comprennent des services à Internet sans fil et à base de fibres, et ils offrent aussi des services VoIP. L'impact de Caslo Internet Society qu'il a eu sur la communauté a été considérable. L'entreprise surpasse les grandes entreprises de télécommunications en termes de qualité de service, à un coût moindre pour ses abonnés. Et leur service Internet atteint ou dépasse les normes du CRTC de ce qu'on appelle le 50-10. Leur service est également symétrique, ce qui veut dire que les vitesses de téléchargement en amont et en aval sont identiques. Aucun des deux ne souffre l'un de l'autre. Et comme je l'ai mentionné, la société est fière de fournir un excellent service à ses clients. Et en tant qu'organisme à but non lucratif, il se concentre sur l'investissement communautaire en termes de capital financier ainsi que de capital humain. Ils offrent une formation technique à leurs employés, à leur personnel et aux membres de la communauté qui font tous partie de cette société. Ils réinvestissent les bénéfices dans l'économie locale. Par exemple, l'année dernière, ils ont réinvesti plus de 400 000 $ dans leur économie locale, ce qui est considérable, surtout pour une communauté aussi petite que Caslo. Depuis sa création jusqu'à la pandémie de la COVID, elle s'est levée et a défendu ses communautés en tant que véritable champion de la connectivité rurale sans qu'on lui demande ou qu'on l'encourage de quelque façon que ce soit. Ils ont doublé, triplé, voire parfois quadruplé la bande passante qu'ils fournissaient à leurs abonnés afin de répondre aux demandes dues à la crise de la COVID et à comment la crise s'était présentée au sein de la communauté, et ils l'ont fait sans coût supplémentaire pour leurs abonnés. Et les 4 facteurs clés de la réussite pour eux sont l'expérience, le leadership, le financement, ainsi que la concentration. En tant que société, Ken a 25 ans d'expérience et a été fondée et dirigée par des personnes incroyablement motivées, qui ont beaucoup de compassion et qui ont beaucoup d'expérience. En plus de fonder la société, ils ont contribué de manière significative à leur capital de démarrage avant qu'ils ne puissent obtenir des partenariats et des subventions qui leur permettent de fonctionner aujourd'hui. Comme j'ai mentionné, ils emploient et forment du personnel local et ils nouent des relations solides au sein des communautés dans lesquelles ils opèrent. Et cette communauté, l'esprit du Maidan et la fierté rurale lui ont permis de devenir l'organisation prospère que l'on connaît aujourd'hui. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Ashley pour amorcer une discussion plus large.
Donc, nous avons entendu Mekanen initier deux modèles différents de création de connectivité communautaire. Et quand nous parlons de modèles dans le cadre de ce projet, qu'est-ce que nous voulons dire? Ce que nous voulons dire, c'est qu'il s'agit de prendre des informations que nous entendons dans ces études de cas détaillés et de les transformer en quelque chose d'un peu plus agréé, abstrait ou généralisé afin que d'autres communautés puissent tirer les leçons d'endroits comme Caslow ou City West et les traduire en systèmes qui fonctionnent dans leur propre contexte. Pourquoi avons-nous besoin de ces modèles? Eh bien, pour la plupart, les informations sur la connectivité au niveau des communautés ont réussi à construire leurs propres produits d'infrastructure et de prestations de services et ils ont tendance à être codifiés dans des relations individuelles ou uniques que les personnes ne gardent que pour elles et ne partagent que lorsque les gens en demandent, plutôt que des choses largement disponibles et facilement accessibles et digestibles par d'autres communautés. Donc, il est vraiment important que nous commencions à consolider ces informations dans des modèles ou des cadres que d'autres communautés à d'autres niveaux de gouvernement puissent utiliser et à la fois développer, évaluer et former une approche durable de la création d'une connectivité, d'une infrastructure et d'une prestation de services essentiels. Il est essentiel de dépasser ce genre d'informations anecdotiques et des récits pour passer à de cadres décisionnels plus tangibles basés sur l'action, afin de soutenir à la fois l'élaboration, l'évaluation des politiques et de veiller à ce que nos décideurs disposent de toutes les informations dont ils ont besoin pour commencer à prendre des décisions et à faire avancer les choses pour connecter réellement le Canada rural, alors que nous nous penchons sur ces modèles. Et ce que nous avons découvert, c'est qu'à l'échelle de la communauté, il existe vraiment trois types de modèles différents de construction de projets de connectivité communautaire. L'un d'entre eux consiste à construire une infrastructure directe en installant des tours sans fil ou en construisant une infrastructure de fibre optique. Le deuxième modèle que nous examinons comprend la prestation de services, qui peut consister à fournir des services comme un service public ou se procurer des services auprès de d'autres entreprises de télécommunications afin de fournir des services aux sites sous contrat au sein de la communauté. Et nous voyons tout cela à travers une demande agréée de meilleurs taux de négociation en termes de collecte de demandes dont nous n'avons pas négocié sur une base individuelle. Et maintenant, tout se passe à l'échelle locale. Donc, si nous nous déplaçons vers le haut, nous plaçons également cela dans le contexte de la façon dont les gouvernements provinciaux et fédéraux abordent la construction de la connectivité rurale à travers le Canada. Et encore une fois, cela a un impact sur la prestation de services, la construction d'infrastructures, les partenariats publics-privés, les rapports privés. Donc, pour ce qui est de simplement canaliser l'argent vers la société privée et diverses d'autres couches en termes de modèles sur la façon dont nous voulons construire cette infrastructure, au fur et à mesure que nous avançons dans le développement de cette sorte d'inventaire, ce à quoi ressemblent ces modèles, au-delà de ces deux études de cas que nous avons examinées en Colombie-Britannique, nous pouvons commencer à aborder les choses comme le projet SWIFT en Ontario ou ce qui passe à Omero. Nous devons élargir les modèles pour y inclure davantage de choses afin de disposer d'une grande variété de cadres que les décideurs peuvent examiner et juger en fonction de leur situation ou des marqueurs clés de ce qu'ils savent être susceptibles de fonctionner dans le contexte de leur communauté locale. Le fait de pouvoir transformer cela en une sorte d'arbre de décisionnel ou de processus de modèle logique aide les décideurs ainsi que les analystes politiques, ainsi que les bailleurs de fonds, les entreprises privées, les organismes à but non lucratif de la région à déterminer comment ils peuvent exploiter ou combler les lacunes et aller de l'avant pour construire une infrastructure dont ils ont besoin. Quelque chose qui soit réalisable, tangible et significatif pour les communautés locales, ainsi que pour nos décideurs provinciaux ou fédéraux. Bien sûr, comme toute approche de recherche appliquée, le prochain plan consiste à tester et à itérer ces modèles. Il s'agit de voir là où ils vont porter fruit, non seulement au-delà de Caslow et de City West en Colombie-Britannique, mais dans tout le Canada, et d'examiner comment ils s'intègrent dans le contexte mondial afin que d'autres communautés rurales du monde entier puissent construire une infrastructure de connectivité essentielle. C'est donc le début d'un processus vraiment passionnant que, très franchement, personne d'autre n'a fait en termes de codification. Donc, il faut aider les communautés rurales à d'autres niveaux de gouvernement à faire fonctionner la prochaine génération d'infrastructures de connectivité pour le Canada rural. Nous vous remercions beaucoup d'avoir assisté à cette présentation d'aujourd'hui. Toutes les ressources de ce projet sont accessibles au public et si vous souhaitez en obtenir une copie ou en discuter davantage, vous pouvez vous mettre en rapport avec moi.
J'aimerais beaucoup remercier notre partenaire de City West et tous les bénévoles qui ont participé à ce travail. Nous sommes impatients de répondre à vos questions et aux discussions pendant cette partie de la conférence. Merci beaucoup.